Pendant 35 ans, elle n'a pas pu entrer dans la grange. Son mari le lui avait interdit, mais après ses funérailles, elle a rompu sa promesse. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a fait tomber à genoux. Abonnez-vous et écrivez d'où vous regardez cette vidéo. La vieille maison se dressait comme un souvenir tenace, au bord de la prairie, où les vents du Nebraska balayaient les champs jusqu'à les dénuder et où le ciel s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Une modeste maison de plein pied à la peinture blanche écaillée, un porche qui grinçait et une boîte aux lettres de guingois qui avait depuis longtemps perdu sa bataille contre la gravité. Mais pour Lynette Brooks, cela avait été un commencement. Une vie plus tranquille, une chance de construire quelque chose de réel avec un homme qui lui promettait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Elle était venue d'Atlanta des années auparavant, troquant les embouteillages, les feuilles de calcul et les petits appartements contre la terre et le silence. La transition avait été rude au début. L'immensité du paysage lui donnait l'impression d'être petite, et le silence pesait sur elle comme quelque chose de physique. Mais avec le temps, elle en vint à considérer la maison comme un endroit où les racines pouvaient pousser, même si rien d'autre ne l'avait fait. Et au cœur de cette quiétude se trouvait Jonathan. Jonathan Brooks était un homme de peu de mots, grand, les épaules carrées, avec des mains qui semblaient en permanence tachées de graisse et d'huile. Il passait ses journées à réparer des moteurs à la station-service Sinclair, à 25 km de là. Il n'était pas affectueux de la manière dont Lynette avait autrefois imaginé l'amour. Il n'y avait pas de longs discours, pas de gestes dramatiques, mais il était constant, solide, le genre d'homme qui se souvenait de vérifier les pneus avant un voyage en voiture, qui n'élevait jamais la voix, qui vous regardait dans les yeux quand il disait qu'il serait à la maison pour 19 heures, et qu'il l'était. Leur relation s'était développée lentement, avec le genre de patience dont aucun des deux ne se savait capable. Il n'y avait pas d'idylle passionnée ni de surprise aux chandelles, seulement des routines. Le café du matin sur le porche, des regards échangés à table, sa main sur son épaule quand son dos lui faisait mal. Une vie bâtie sur de petites choses, mais il y avait une partie de cette vie qui restait fermement hors de portée. Derrière la maison, passaient les parterres de jardin envahis par la végétation et le baril d'eau rouillé, se dressait une vieille grange. Elle n'était pas grande, juste une structure usée par le temps, avec des planches de bois déformées et un toit qui s'affaissait d'un côté. Le cadenas sur la porte d'entrée était plus récent que la grange elle-même, un objet en laiton brillant qui attrapait toujours le soleil. Lynette n'avait jamais vu la clé. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait posé la question. Ils venaient d'emménager. Elle s'habituait encore au craquement du plancher et à la façon dont le vent gémissait à travers les vitres la nuit. Elle avait montré la grange avec un sourire curieux, imaginant déjà comment il pourrait la rénover. Peut-être la transformer en studio ou en chambre d'amis. Mais la réponse de Jonathan l'avait arrêtée net. « Je préférerais que tu n'y ailles pas », avait-il dit sans la regarder. « Ce n'est pas sûr. Beaucoup de vieux équipements, des clous, des outils cassés. » Elle avait ri, pensant qu'il la taquinait, mais quand elle l'avait regardé à nouveau, elle avait vu que ce n'était pas le cas. Son visage était neutre, mais son ton ne laissait aucune place à la discussion. Ce fut la première fois qu'elle entendit la porte se refermer entre eux. Pas une vraie porte, pas une que l'on pouvait voir ou toucher, mais une qui existait néanmoins. Au début, elle n'y pensa pas beaucoup. Les hommes aiment avoir leur espace, se disait-elle, et s'il avait besoin d'un endroit pour bricoler ou pour être seul, elle pouvait comprendre. Tout le monde avait des secrets, des petits coins de soi qu'on ne partageait pas, mais au fil des années, la grange devint plus qu'un simple espace interdit. Elle devint une question qui vivait au fond de son esprit, toujours sans réponse. Elle remarqua des choses, de petites choses, la façon dont il disparaissait parfois tard dans la nuit, se glissant par la porte de derrière avec une lampe de poche et revenant 15-20 minutes plus tard. Il ne s'expliquait jamais et elle ne demandait jamais. Pas au début. Puis il y avait les colis, des boîtes de formes étranges, livrées 1 ou 2 fois par an, toujours adressées à lui, toujours glissées sous son bras et emportées directement à la grange. Elle n'en voyait jamais le contenu. Quand elle le mentionnait, il haussait les épaules. Juste des outils, disait-il, ou des trucs pour le travail, et c'était tout. Un après-midi, environ 6 ans après leur mariage, elle fit le tour de la grange et essaya de regarder par la fenêtre. La vitre était trouble de vieillesse et de poussière, mais elle y pressa tout de même son visage, protégeant ses yeux d'une main. Elle pouvait distinguer des formes vagues, des étagères peut-être, ou un établi, mais rien de définitif. L'obscurité à l'intérieur était absolue, comme si l'endroit ne voulait pas être vu.
Après ça, elle arrêta d'essayer. Elle se dit qu'elle était stupide, qu'elle lui faisait confiance. Et c'était le cas la plupart du temps. Mais Lagrange restait avec elle, comme un mot sur le bout de la langue, qu'elle ne parvenait jamais à se rappeler. Ils gardèrent leur routine. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque de la ville. Il gardait son emploi à la station. Le dimanche, ils allaient à l'église, puis s'arrêtaient pour une part de tarte au dîner. Personne, en les voyant, n'aurait deviné qu'une porte verrouillée pouvait créer autant de silence entre deux personnes qui s'aimaient. Pourtant, la porte restait verrouillée, et avec le temps, sa curiosité se transforma en autre chose. Pas de la suspicion. Elle ne pensait pas qu'il cachait quelque chose d'horrible. Pas une autre femme. Pas une dépendance secrète. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien même que leur mariage. Quelque chose qui lui appartenait avant même qu'elle n'existe pour lui. Parfois, elle imaginait ce que cela pourrait être. Un sanctuaire pour un amour perdu. Une collection de lettres qu'il ne pouvait se résoudre à jeter. Peut-être quelque chose de plus sombre. Une culpabilité qu'il portait d'avant leur rencontre. Mais peu importe à quel point les théories devenaient folles, elles finissaient toujours de la même manière. Avec elle, debout devant la porte, la main sur le loquet, incapable d'aller plus loin. Un soir, ils étaient assis sur le porche, à regarder le ciel virer au violet derrière les champs de maïs. L'air sentait la terre et l'herbe sèche. Elle se tourna vers lui et demanda, pas pour la première fois, « Pourquoi ne veux-tu pas que je la voie ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il sirota sa bière, la bouteille de verre transpirant sous la chaleur et regarda au loin. « Ce n'est tout simplement pas quelque chose que je suis prêt à partager, » dit-il finalement. Peut-être jamais. Elle voulait en demander plus, voulait insister, mais il y avait une finalité dans sa voix qui la garda silencieuse. Il n'était pas en colère. Il ne se cachait pas comme les menteurs se cachent. Il protégeait quelque chose. Elle ne savait juste pas quoi. Au fil des ans, ils essayèrent et échouèrent à avoir des enfants. Test de fertilité, spécialistes à Omaha, calendrier plein d'espoir et attentes déçues. Le chagrin venait par vagues, principalement inexprimé. Ils cessèrent complètement d'en parler. Au lieu de cela, ils laissèrent le silence grandir comme du lierre grimpant sur le côté de la maison, se faufilant dans les coins, trouvant des fissures. Et Lagrange se dressait toujours, constamment dans son champ de vision. Une présence qui planait plus grande que sa taille. Elle commença à éviter de la regarder complètement. Cela ressemblait à une trahison. Un matin, elle se retrouva à nouveau devant. Elle n'avait pas eu l'intention d'y aller. Ses pieds l'avaient amenée comme s'ils connaissaient le chemin. Elle toucha doucement le cadenas, comme s'il pouvait répondre à la gentillesse. Il ne le fit pas. Il était froid et dur dans sa main. L'odeur de vieux bois et de temps l'entourait. Elle ferma les yeux et se permit de se demander un instant quel secret pouvait être si précieux, si douloureux, que même l'amour ne pouvait ouvrir la porte. Ce soir-là, alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, elle remarqua quelque chose de différent sur le visage de Jonathan. Il avait l'air fatigué d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas la fatigue du travail ou du temps, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui venait de l'intérieur. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête mais ne parla pas. Elle laissa tomber. Elle le faisait toujours, mais quelque chose changeait. Le silence devenait plus lourd. Lagrange n'était plus seulement un mystère. C'était devenu un mur, et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait vivre avec. L'été après les 36 ans de Lynette fut plus chaud que tous ceux dont elle se souvenait. Les champs autour de leur maison brunirent plus tôt que d'habitude. L'herbe devint cassante sous les pieds, et les nuits n'apportaient aucun soulagement. La chaleur pesait lourdement dans l'air, s'accrochant à la maison comme une seconde peau. C'est pendant cette saison, avec les ventilateurs de plafond tournant inutilement, et les douches froides, n'offrant qu'un réconfort temporaire, qu'elle réalisa que quelque chose avait changé entre eux, pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais avec l'érosion lente d'un littoral usé par les vagues. Lagrange restait verrouillée, toujours présente en arrière-plan, comme une photographie immobile, accrochée dans sa périphérie. Mais maintenant, c'était plus qu'une curiosité. C'était devenu un symbole, non seulement de son secret, mais de quelque chose qui manquait entre eux, quelque chose de non dit. Et la vérité plus profonde, celle qu'elle n'avait pas encore dite à voix haute, même à elle-même, était que Lagrange n'était pas la seule porte fermée dans leur vie. Ils essayaient de concevoir un enfant depuis près de 7 ans. Cela avait commencé sans fanfare, sans graphique ni thermomètre, juste un haussement d'épaule plein d'espoir et l'idée que ce qui devait arriver arriverait. Mais ce ne fut pas le cas. D'abord vint l'attente, puis l'interrogation. Une année passa,
et elle en parla avec désinvolture, à moitié en plaisantant. Une autre année, et ils prenèrent des rendez-vous, assis dans des cliniques avec des salles d'attente peintes en pastel, entourés de couples qui semblaient tout aussi incertains, tout aussi fragiles. Lynette se souvenait des mots du spécialiste à Omaha. « Infertilité inexpliquée », avait-il dit, comme si c'était une quelconque réponse. Rien n'allait techniquement mal chez l'un ou l'autre. Pourtant, mois après mois se terminaient de la même manière, par une absence. Pas de signe plus, pas de deuxième ligne, pas de célébration tardive, ni de nouvelles chuchotées, juste le silence. Elle le supporta en silence au début, se convainquant que leur tour viendrait. Mais à mesure que les années passaient, elle commença à se sentir défectueuse, comme si son corps trahissait une ancienne promesse qu'il était censé tenir. Elle gardait une petite boîte de vêtements de bébé dans le placard, des choses qu'elle avait achetées au début, quand l'espoir semblait encore solide. Une paire de chaussettes douces, un body avec des ours de dessins animés, une tétine dans son emballage mentholé. Tous les quelques mois, elle les sortait, passait ses doigts sur le tissu, puis les remettait comme si de rien n'était. Jonathan en parlait rarement. Il ne la blâmait jamais, n'exprimait jamais de déception, mais son silence était un poids. Chaque fois qu'elle mentionnait un autre test, une autre procédure, une autre possibilité, il hochait la tête sans engagement, comme quelqu'un qui répond à une histoire qu'il a déjà entendue trop de fois. Il allait au rendez-vous, il remplissait les formulaires, mais émotionnellement, il restait juste hors de portée comme la grange elle-même. Elle désirait plus qu'un simple accord. Elle voulait l'entendre dire que cela comptait pour lui, qu'il le ressentait aussi. Mais il ne lui offrait que sa présence silencieuse. Et alors que cela l'avait autrefois réconforté, cela commençait maintenant à ressembler à une absence déguisée en soutien. Elle essayait de se tenir occupée. Le travail à la bibliothèque lui donnait une structure. Mais il y avait de longs après-midi lents, où elle rangeait les livres mécaniquement, son esprit dérivant vers des vies parallèles, des versions d'elle-même avec une poussette, avec un sac à langer en bandoulière, avec des rires résonnant dans la maison. Les rêves s'accrochaient à elle comme des toiles d'araignée qu'elle ne pouvait secouer. Jonathan, de son côté, devint plus renfermé, bien que pas méchant. Il lui apportait toujours son café le matin, réparait toujours les choses sans qu'on le lui demande, mais il arrêta de s'attarder à table après le dîner. Il disparaissait dans le jardin, dans la grange, et y restait bien après la tombée de la nuit. Quand elle demandait ce qu'il faisait, il donnait les mêmes réponses que toujours. « Je nettoie, j'organise, sans émotion, sans explication. » Une fois, dans un moment d'honnêteté brute, elle pressa sa paume contre la porte de la grange. Sentant sa chaleur sous le soleil de l'après-midi, elle imagina ce qu'il y avait derrière, non pas avec l'émerveillement fantaisiste des années précédentes, mais avec une sorte d'effroi. Peut-être avait-il construit quelque chose là-bas. Peut-être avait-il créé un espace où l'enfant qu'il n'avait jamais eu pouvait exister, ne serait-ce que dans son imagination. Elle repoussa cette pensée. Elle semblait trop douloureuse, trop intime, comme une intrusion dans le deuil. Ils ne parlaient plus d'enfants. Le silence entre eux avait changé. Ce n'était plus le calme paisible qu'ils partageaient autrefois sur la balançoire du Porsche ou lors de longs trajets en voiture. Il était rempli de choses non dites, de choses évitées. Il avait maintenant des arêtes. Lynette commença à remarquer comment Jonathan la touchait moins, non pas par rejet, mais avec une sorte de révérence qui frisait la distance. Il lui embrassait le front comme on refermerait un livre qu'on n'a plus le cœur de lire. Il y avait des moments où elle voulait crier, hurler au ciel, briser quelque chose juste pour le voir se casser. Mais ces moments passaient et elle retournait au rythme de leur journée. La maison devait toujours être nettoyée, les courses devaient toujours être faites, l'herbe poussait toujours. La vie malgré tout continuait. Pour leur 12e anniversaire, Jonathan ramena un gâteau du dîner. Il ne cuisinait pas, ne l'avait jamais fait, mais elle apprécia le geste. Ils le mangèrent dans la cuisine, les fourchettes raclant contre l'assiette en carton, et pendant quelques minutes, c'était presque comme avant. Elle le regarda et essaya de lire son visage. Il avait l'air fatigué, pas physiquement, mais d'une manière qui allait plus loin, comme quelqu'un qui portait quelque chose de lourd qui était devenu une partie de sa posture. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils étaient au coucher avec les fenêtres ouvertes, pour laisser rentrer la brise, elle se tourna vers lui et demanda doucement « Tu te demandes parfois ce que ça aurait été ?» Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il fixa le plafond pendant un long moment avant de répondre. « Tous les jours, dit-il, et ce fut tout. » Le lendemain matin, elle le regarda depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'il traversait la cour, une tasse de café à la main, ses pas plus lents qu'auparavant.
Il s'arrêta près de la grange, fouilla dans sa poche et déverrouilla la porte. Il disparut à l'intérieur et la porte se referma derrière lui avec son grognement familier. Elle resta là, immobile, la tasse refroidissant dans ses mains, pensant à toutes les choses qu'ils avaient construites ensemble et à toutes celles qu'ils n'avaient pas construites. Ce soir-là, elle essaya de lui parler. Pas de la grange, pas directement, mais de la distance entre eux, de ce que c'était de vivre dans une maison avec le fantôme d'un enfant qu'il n'avait jamais eu. Elle choisit ses mots avec soin, essaya de ne pas paraître accusatrice, essayant de ne pas laisser la douleur prendre le dessus. Il écouta, il le faisait toujours, mais ses réponses étaient courtes, mesurées. « Je suis désolé, dit-il. J'aimerais avoir plus à donner. » Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Ce n'était pas de la colère ou même un rejet. C'était de la résignation, un abandon silencieux à la vie qu'ils avaient fini par avoir. Après qu'ils soient allés se coucher, elle erra dans le jardin. Les étoiles étaient sorties, brillantes contre le ciel noir, et la grange se dressait sombre et immobile sous leur lueur. Elle s'approcha, posa de nouveau sa main sur la porte. Elle était fraîche maintenant. La chaleur du jour disparut. Elle appuya son front contre le bois et ferma les yeux. Elle chuchota à personne en particulier. « Qu'est-ce que tu gardes là-dedans, Jonathan ?» Elle savait qu'il ne cachait rien de malveillant. Ce n'était pas un homme avec des squelettes dans le placard, mais c'était un homme avec du chagrin. Et peut-être que c'était pire. Peut-être que ce qui vivait derrière cette porte était le reflet de quelque chose qu'il ne pouvait supporter de partager. Non pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, mais parce que cela ferait trop mal. Elle se détourna et rentra à l'intérieur. Elle ne demanderait plus. Pas encore. Mais la question s'était enracinée plus profondément que jamais. Et bien qu'elle ne s'en rende pas encore compte, la réponse finirait par venir. Trop tard pour la demander, mais pas trop tard pour comprendre. Le premier signe était si petit, si ordinaire que Lynette faillit le manquer. Jonathan avait toujours été un homme fort, non seulement de corpulence, mais dans sa façon de bouger, délibéré, ancré. Il montait aux échelles sans hésitation, soulevait des boîtes à outils avec aisance et travaillait du lever au coucher du soleil avec à peine une plainte. Alors, quand elle le remarqua se frottant le bas du dos, après s'être levé de la table, elle l'ignora comme n'étant rien de plus qu'un muscle froissé ou une longue journée au garage. Mais cela se reproduisit encore et encore. Bientôt, ce ne fut plus seulement son dos. Il y avait d'autres signes. Une perte d'appétit, une fatigue qui persistait même après une nuit complète de sommeil. La couleur de son visage commença à se ternir. Ses pas perdirent leur rythme confiant. Et parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, il grimaçait à cause de douleurs soudaines qui le saisissaient en plein mouvement. Lynette lui demanda de voir un médecin, gentiment d'abord puis plus fermement. Jonathan résista. Il dit que c'était juste l'âge, que tout le monde ralentissait un jour, qu'elle s'inquiétait trop. Mais ses chemises commencèrent à flotter sur sa silhouette et des cernes se formèrent sous ses yeux. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Un après-midi, elle prit le rendez-vous elle-même. Quand elle le lui dit, il ne discuta pas. Cela l'effraya plus que tout. Ils se rendirent à Lincoln 2 jours plus tard. La salle d'attente de la clinique était stérile et froide, malgré les œuvres d'art gaies sur les murs. Lynette remplit les formulaires, pendant que Jonathan était assis en silence à côté d'elle, les mains jointes sur ses genoux. Lorsque l'infirmière appela son nom, il lui fit un petit signe de tête et la suivit dans le couloir sans se retourner. Elle attendit seule. Une heure passa puis une autre. Finalement, le médecin sortit, son expression indéchiffrable. Ils s'assirent dans une petite pièce au mur beige, avec une horloge qui semblait trop bruyante. Les mots vinrent lentement, prudemment. Cancer du pancréas, stade avancé, inopérable. Le temps sembla se replier sur lui-même. Lynette entendit les mots, mais ils ne la frappèrent pas tous en même temps. C'était comme être sur un rivage et regarder une vague monter incroyablement haute, sachant qu'elle allait s'écraser mais incapable de bouger. Jonathan ne parla pas. Il hocha seulement la tête, son visage impassible comme s'il avait déjà su. Le trajet de retour fut silencieux, aucun d'eux ne parla. Les champs défilaient en flou d'or et de vert, le ciel large et sans cœur au-dessus d'eux. Quand ils arrivèrent à la maison, Jonathan sortit de la voiture et entra sans l'attendre. Elle suivit, ses doigts tremblants sur la poignée de la porte. Dans les jours qui suivirent, il refusa tout traitement supplémentaire. Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. Il lui dit qu'il ne voulait pas passer le temps qu'il lui restait allongé dans un lit d'hôpital avec des tubes dans les bras. Il voulait être chez lui, dans son propre lit, avec sa propre tasse de café sur la table et les sons familiers du Porsche qui craquait sous ses pieds. Lynette ne discuta pas.
Elle ne pouvait pas. Si ça avait été elle, elle aurait peut-être fait le même choix. Alors, elle devint sa gardienne. Elle organisa ses médicaments, ajusta son régime alimentaire et l'aida à se déplacer dans la maison quand il devint trop faible pour se débrouiller seul. Elle apprit à vérifier ses signes vitaux, à gérer sa douleur. La nuit, elle s'asseyait à côté de lui, parfois en lisant à haute voix, d'autres fois en lui tenant simplement la main alors qu'il sombrait dans un sommeil agité. Le déclin fut à la fois rapide et terriblement lent. Certains jours, il était lucide et bavard, faisant même des blagues sèches qui lui rappelaient l'homme qu'il était. D'autres jours, il ouvrait à peine les yeux. Son corps se flétrissait devant elle, et peu importe à quel point elle s'accrochait, elle ne pouvait arrêter le délitement. C'est pendant l'un des meilleurs jours, si une telle chose pouvait exister, qu'il reparla de la grange. Elle l'aidait à s'installer dans son fauteuil sur le porche quand il posa légèrement sa main sur son poignet. Sa poigne était faible mais déterminée. « S'il arrive quelque chose, dit-il, sa voix aussi fine que le vent, n'entre pas là-dedans. » Lynette le regarda, surprise. Elle n'avait pas pensé à la grange depuis des semaines. Son esprit avait été consumé par les horaires de pilule, les appels des médecins, la douleur du deuil anticipé. La grange était devenue un bruit de fond. « Je suis sérieux, » ajouta-t-il, son regard rencontrant le sien. « Promets-le-moi, même après mon départ. » Elle voulait demander pourquoi, exiger enfin la vérité. Mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Ce n'était pas de la peur, c'était du chagrin. Un chagrin profond et ancien qu'elle ne comprenait pas. Elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je promets. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche, mais elle les prononça quand même. Cette nuit-là, alors qu'elle l'aidait à se coucher, il murmura autre chose, presque trop faible pour être entendu. « Je l'ai gardé pour nous, » dit-il. « Tu ne comprendras peut-être pas, mais je devais le faire. » Il s'endormit avant qu'elle puisse demander ce qu'il voulait dire. Les semaines suivantes furent un flou de déclin. Jonathan dormait plus qu'il n'était éveillé. Sa voix devint plus faible, sa peau plus fraîche. Lynette resta à ses côtés à travers tout cela, s'accrochant à sa main comme si c'était la dernière chose qui l'ancrait à la terre. Puis un matin, il était parti. Il était décédé dans son sommeil, sa main toujours lâchement enroulée dans la sienne. Il n'y eut pas de drame, pas de dernier souffle, seulement le silence. Un silence final et irréversible. La maison semblait insupportablement silencieuse dans les jours qui suivirent. Elle s'occupa des arrangements funéraires avec l'efficacité détachée de quelqu'un qui se déplace sous l'eau. Le service fut modeste. Quelques voisins vinrent. Un collègue du garage, un cousin éloigné dont elle se souvenait à peine. Elle se tenait seule près de la tombe, le vent tirant sur son manteau pendant que le pasteur disait quelques mots solennels. Elle ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Son chagrin n'avait pas encore trouvé d'endroit où se poser. Il planait juste hors de portée, comme une tempête attendant son heure. Quand elle rentra à la maison, la première chose qu'elle vit depuis la fenêtre de la cuisine fut la grange. Toujours debout, toujours verrouillée, toujours en attente. Au début, elle essaya de l'éviter. Elle se concentra sur le tri de ses affaires, la mise en boîte de ses vêtements, le passage en revue des tiroirs. Mais partout où elle se tournait, il y avait des rappels. Son kit de rasage sur l'étagère de la salle de bain, les bottes près de la porte de derrière, l'odeur de lui sur les chemises en flanelle qu'elle ne pouvait pas encore se résoudre à laver. Chaque jour, la grange semblait attirer son regard avec plus d'insistance. Ce n'était plus seulement une question. C'était la seule question. Qu'est-ce qu'il lui avait caché? Quelle vérité avait-il emporté dans sa tombe? Elle se réveillait au milieu de la nuit et se retrouvait debout à la fenêtre, les yeux fixés sur la silhouette sombre de la structure. Une fois, elle sortit pieds nus sur l'herbe trempée de rosée et se tint devant, tremblante. Elle toucha le cadenas, s'attendant à moitié à ce qu'il tombe ouvert, mais elle n'entra pas. Pas encore. Elle avait fait une promesse et même dans la mort, elle tenait, mais son poids devenait insupportable. Un matin, elle se retrouva assise sur le porche, fixant la grange alors que le soleil se levait derrière elle, projetant de longues ombres sur la cour. Elle serra sa tasse de café fermement, comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Elle pensa à la façon dont Jonathan l'avait regardée dans ses derniers jours. Non pas avec culpabilité, mais avec une sorte de tendresse désespérée, comme s'il voulait la protéger de quelque chose qu'elle n'était pas assez forte pour supporter. Mais elle était forte. Elle l'avait soutenue dans les pires moments. Elle avait vu l'homme qu'elle aimait se transformer en poussière et avait quand même réussi à se réveiller le lendemain. Et maintenant, tout ce qui restait était une porte verrouillée. La promesse qu'elle avait faite commençait à ressembler moins à du respect qu'à une chaîne. Elle murmura son nom dans la lumière du matin.
Puis elle se leva et se dirigea vers la grange. L'herbe était encore humide de la rosée du matin, quand Lynette descendit du porche et traversa le jardin. Elle portait une vieille chemise en flanelle de Jonathan par-dessus sa chemise de nuit. Les manches étaient maladroitement retroussées au-dessus des poignets. Le soleil avait à peine franchi l'horizon et le ciel brillait d'un gris doux et indifférent. Chaque pas qu'elle faisait apportait une humidité basse et glaciale à ses chevilles, mais elle le remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés sur la grange. Elle se dressait comme elle l'avait toujours fait, usée par le temps, affaissée dans les coins, comme si elle s'inclinait devant les années qui avaient passé. Le cadenas sur la porte pendait toujours là où il avait toujours été, terni maintenant par le temps, moucheté de rouille. Sa vue provoqua une petite ondulation silencieuse dans sa poitrine. Elle lui avait promis qu'elle n'entrerait pas. Mais que signifiait une promesse quand la personne à qui elle avait été faite n'était plus là pour la tenir? Le vent chuchotait à travers le champ de maïs derrière la maison, emportant avec lui l'odeur de la terre et un faible souvenir. Elle s'arrêta à la porte, ses doigts effleurant le métal froid de la serrure. Un instant, elle imagina de nouveau sa voix, douce mais ferme. « N'entre pas là-dedans ». Même maintenant, son absence ressemblait moins à un vide qu'à une ombre qui persistait dans chaque recoin de la propriété. Et debout ici, sa main sur la chose qu'il lui avait cachée toutes ces années, elle avait l'impression qu'il la regardait encore. Lynette fouilla dans sa poche et sortit la clé. Elle l'avait trouvée glissée dans une enveloppe, sans marque, dans le tiroir de sa table de nuit 3 nuits après les funérailles. Elle ne l'avait pas touchée jusqu'à présent. En la tenant, c'était comme tenir un fil sous tension, comme si le simple fait de la posséder allait rompre quelque chose de sacré. Mais ce matin était différent. Le silence dans la maison avait commencé à devenir étouffant. L'écho de ses propres pas, l'absence de son souffle dans la chambre, la tasse de café intacte près de l'évier. Tout cela avait commencé à lui serrer la poitrine. Elle avait besoin d'air et de réponse. La clé glissa facilement dans la serrure, presque trop facilement, comme si elle l'avait attendu. Avec un clic sourd, le loquet céda. Elle hésita, le souffle court, puis poussa la porte. L'odeur la frappa en premier. Non pas de pourriture ou de moisissure, mais de poussière et de bois et quelque chose d'inattendu. De doux, comme du miel et du vieux papier. La lumière filtrait à travers les lattes tordues des murs, projetant des rayures sur le sol. Un instant, elle resta sur le seuil, clignant des yeux contre l'intérieur sombre, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un atelier. Il n'y avait pas de baril d'huile, pas d'outils rouillés ou de pièces de voiture comme elle l'avait imaginé. Au lieu de cela, l'espace s'ouvrait doucement sur autre chose, quelque chose de déchirant et d'inattendu. Sur le mur du fond, des dessins d'enfants étaient épinglés soigneusement en rangées. Des esquisses vives et inégales au crayon et au marqueur, des bonshommes allumettes se tenant la main. Un soleil de travers dans le coin d'une page, un chien avec des taches et un collier bleu. Au-dessus d'eux, en grandes lettres, des mots qui firent fléchir ses genoux. Pour maman et papa. Je vous aime, notre famille. Sous les dessins se trouvait une petite bibliothèque remplie de livres d'images usées et de jouets en peluche. Un ours en peluche abîmé était appuyé sur le côté, son oreille presque arrachée. Un train en bois serpentait sur le sol à proximité, comme si quelqu'un venait de quitter la pièce et pouvait revenir à tout moment pour reprendre le jeu. Dans le coin, il y avait un berceau. En bois véritable, poncé lisse et peint en blanc, bien que la peinture ait commencé à s'écailler. Une petite couverture tricotée se trouvait à l'intérieur et sur l'oreiller un éléphant en peluche, ses oreilles tombantes, mais ses yeux en bouton toujours alertes et doux. Sa vue la fit porter une main à sa poitrine. Ce n'était pas juste un espace de rangement, c'était une chambre d'enfant. Elle s'avança lentement, comme si elle avait peur de rompre le charme. Chaque pas soulevait la poussière, la faisant tourbillonner en fines vrilles. L'air était chaud, calme, familier. Ses doigts effleurèrent le bord d'un mobile qui pendait au-dessus du berceau. Des étoiles en bois sculptées et peintes à la main, suspendues par des bouts de ficelle. Elles tournaient doucement dans le courant d'air, comme si elles étaient mues par un souffle. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Ils avaient essayé année après année, jusqu'à ce que l'espoir devienne une vieille blessure qu'ils avaient cessé de toucher. Et pourtant, ici, dans cette pièce secrète qu'il avait construite derrière une porte verrouillée, Jonathan avait créé un monde où leur enfant avait existé. Sur la petite table à côté du berceau se trouvait un cahier, un simple cahier à spirale d'écolier, du genre dont elle se souvenait de sa propre enfance. Sa couverture bleue était délavée, les coins cornés. Elle le prit avec des mains tremblantes et l'ouvrit à la première page.
En haut, dans son écriture soignée et carrée, se trouvaient les mots « Journal d'un père. Pour toi, mon enfant, si jamais tu trouves ceci. » Lynette s'effondra sur le sol. Elle tourna les pages lentement, chaque ligne révélant un morceau d'un monde qu'elle ne savait pas qu'il portait. Les premières entrées étaient prudentes, incertaines. Aujourd'hui, j'ai construit le berceau. Je ne sais pas si c'est idiot, si je me prépare à une déception, mais j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'avais besoin de croire que cela pouvait arriver, que tu pouvais arriver. Ta mère ne le sait pas. Je ne pense pas qu'elle comprendrait. Je ne pense même pas que je comprenne. Mais chaque clou que j'ai enfoncé dans ce bois, j'avais l'impression de construire plus que des meubles. Je construisais de l'espoir. Elle continua à lire et les entrées devinrent plus détaillées. Il écrivait sur des étapes imaginées. Les premiers mots, les premiers pas, les genoux écorchés, les histoires du soir. Il avait donné un nom à l'enfant, bien que ce ne soit jamais le même 2 fois. Parfois c'était Ben, parfois Grace, parfois juste toi. Il écrivait sur la joie qu'il ressentait, rien qu'en pensant à être père, et la douleur qui venait chaque fois que la réalité lui rappelait que cela pourrait ne jamais arriver. J'ai acheté l'éléphant aujourd'hui. Il a des yeux gentils. Il gardera tes rêves, petit. J'ai regardé ta mère planter des tournesols aujourd'hui. Elle avait l'air fatiguée. Je voulais lui dire que je crois toujours, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Alors, je suis venu ici et je les ai écrits à la place. Certains jours, je jure que j'entends ton rire. Je sais que c'est fou, mais ça me fait tenir. Lynette referma le cahier, ses mains tremblant. Elle regarda de nouveau la pièce et la vit avec de nouveaux yeux. Chaque objet, chaque jouet et dessin soigneusement placé était un témoignage de son chagrin silencieux et inexprimé, et de son amour profond, patient, inébranlable. Il ne l'avait pas tenue à l'écart de la grange pour la punir ou pour cacher quelque chose de sombre. Il l'avait fait pour protéger le rêve qu'il avait construit quand la vie ne leur avait donné aucune autre option. Un rêve trop fragile pour survivre en dehors de ces 4 murs. Un sanglot lui échappa vif et soudain. Elle pressa son front contre le bord du berceau, ses larmes imprégnant le vieux bois. Le chagrin qu'elle avait enterré pendant des années jaillit d'un seul coup. Le chagrin pour l'enfant qu'il n'avait jamais eu, pour l'homme qui avait porté seul le poids de cette perte, et pour la femme qu'elle avait été, aveugle à la profondeur de sa tristesse. Elle resta assise là pendant des heures. Le soleil monta plus haut, réchauffant le toit de la grange, et la poussière commença à briller dans la lumière. Elle ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Pour la première fois depuis sa mort, elle avait l'impression d'être à nouveau en sa présence. Finalement, elle se leva et s'essuya le visage. Elle fit lentement le tour de la pièce, touchant tout, chaque jouet, chaque livre, chaque morceau de la vie qu'il avait imaginé pour eux. Cet endroit, autrefois interdit, était devenu sacré. Elle laissa la porte de la grange ouverte en sortant. Le vent se leva légèrement, faisant bruisser les pages du cahier qu'elle avait laissé sur la table. Et bien que l'espace soit vide, il ne semblait plus abandonné. Il semblait vivant. Pendant des jours après avoir découvert la grange, Lynette erra dans la maison comme une somnambule. Le monde extérieur continuait de bouger. Les voisins tondaient leur pelouse. Les camions grondaient sur les routes de campagne. Les étagères de l'épicerie du village changeaient subtilement avec le changement de saison. Mais à l'intérieur de son monde, le temps s'était effondré. Elle avait trouvé l'épicentre du silence de Jonathan, l'endroit où tous les mots qu'il n'avait jamais prononcés s'étaient rassemblés comme la pluie dans un puits caché. Et maintenant, il résonnait dans son esprit avec une clarté douloureuse. Elle retournait à la grange chaque matin, parfois avec un café, parfois avec des mains tremblantes et une douleur dans la poitrine qui refusait de partir. Plus elle lisait le cahier, plus elle commençait à comprendre l'homme qu'elle avait épousé et la profondeur de son chagrin silencieux. Ces mots n'étaient ni répétés, ni poétiques. Ils étaient simples, constants, pleins de désir. Pas une seule fois il ne la blâma pour la vie qu'ils n'avaient pas pu construire ensemble. Il ne se blâma même jamais lui-même. Au lieu de cela, il utilisait le journal comme un moyen de parler à quelqu'un qui n'avait jamais existé, mais qui était aimé tout de même. Elle lut des passages sur la façon dont il avait choisi le design du berceau, voulant quelque chose de solide, mais au bord doux car il imaginait que leur enfant mâcherait les barreaux. Sur les nuits où il se faufilait dehors pendant qu'elle dormait pour travailler sur les dessins qu'il punaisait au mur, prétendant qu'ils avaient été faits par de petites mains et non les siennes. Sur l'ours qu'il avait sauvé d'un bac de friperie, les livres d'images qu'il achetait en secret, la courte pointe qu'il avait essayé de coudre lui-même avant d'abandonner et d'en commander une en ligne. Une page se démarquait plus que toutes les autres. Elle était écrite de manière tremblante,
les traits de stylo faibles et inégaux. Tu ne me connaîtras pas vraiment. Mais je te connaissais. Chaque centimètre de toi, même si je n'ai jamais vu ton visage. Je connaissais ton rire. Je l'entendais dans le vent. Je connaissais la sensation de ta main parce que parfois j'imaginais que tu agrippais mon doigt pendant que je te portais à travers la cour. Je connaissais le poids de toi endormi contre ma poitrine, même si ce poids n'était fait que de mémoire et d'air. Tu étais à moi, même si ce n'était qu'ici. Et je suis désolé, tellement désolé de ne pas avoir pu te rendre réel. Il n'y avait pas de signature, juste la date griffonnée de manière presque illisible, quelques semaines seulement, avant que le cancer ne l'emporte. Lynette referma le cahier avec une révérence silencieuse, comme si elle scellait une prière. Le bout de ses doigts s'attarda sur la couverture, et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seule dans son chagrin. Il était partagé maintenant, porté dans chaque recoin de la grange, dans chaque jouet couvert de poussière et chaque dessin au crayon. Jonathan ne s'était pas simplement échappé dans cet endroit. Il avait survécu ici, construit quelque chose de durable à partir du vide qu'ils avaient tous deux silencieusement porté. Des souvenirs commencèrent à se reconstituer dans son esprit. Des moments qui avaient autrefois semblé petits et sans conséquence, mais qui scintillaient maintenant d'une nouvelle signification. Elle se souvint de la première fois où il avait ramené à la maison une grande boîte en carton ordinaire sans explication. Elle avait demandé ce que c'était, et il avait souri d'un sourire fatigué et dit « juste quelque chose pour le garage ». Elle se souvint comment, tard dans la nuit, il s'allongeait à côté d'elle, les yeux ouverts, immobile, respirant lentement, comme s'il retenait une tempête. Elle se souvint comment il avait regardé les enfants dans le parc, non pas avec envie ou amertume, mais avec une douleur silencieuse, ses yeux doux et indéchiffrables. Pendant tout ce temps, il avait construit un monde pour l'enfant qu'il ne pourrait jamais avoir. Non pas pour remplacer cet enfant, non pas pour nier leur réalité, mais pour s'accrocher à un morceau de celle-ci d'une manière qui ne le noirait pas. Elle avait pleuré en silence, et lui aussi, mais dans des langues complètement différentes. Son chagrin avait été intérieur, pressé sous les routines de la vie quotidienne. Le sien était devenu cette pièce. Elle retournait à la grange chaque après-midi, parfois juste pour s'asseoir. Il n'y avait pas de fantômes là-bas, pas de chuchotement dans les coins, seulement le bourdonnement constant du vent à travers les planches et l'odeur de pain, de papier et de temps. Elle épousseta la bibliothèque, réarrangea les animaux en peluche, redressa le mobile quand il penchait. Elle traita l'espace non pas comme un musée de la douleur, mais comme un souvenir vivant, d'espoir, d'amour, du rêve inexprimé de Jonathan. Un après-midi, alors qu'elle balayait le sol, elle trouva un deuxième cahier caché derrière le berceau, plus fin que le premier. Il ne contenait que quelques entrées, mais elles étaient plus profondes que les autres. Dans celle-ci, Jonathan avait commencé à lui écrire. « Je ne sais pas si tu trouveras jamais ceci ou si tu comprendras, mais je t'ai toujours aimé plus que je ne pouvais le dire. Je ne t'ai pas parlé de cet endroit parce que je voulais t'épargner. Je ne voulais pas voir ce regard dans tes yeux, celui que tu portes quand tu penses que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Rien de tout cela n'était de ta faute. J'ai construit cette pièce pour moi, pour nous, pour ce qui aurait pu être. Si tu lis ceci, alors je suis parti, et je suis désolé pour les choses que je n'ai pas dites. » Lynette lut l'entrée lentement, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, brouillant les mots jusqu'à ce qu'ils nagent en vagues d'encre. Elle serra le cahier contre sa poitrine, son cœur endolori d'un étrange mélange inattendu de chagrin et de paix. Il l'avait aimée, non seulement de la manière qu'il avait montrée avec ses actes et sa constance, mais de manière qu'il avait si profondément enfouie que ce n'est que maintenant, en son absence, qu'elles avaient été déterrées. Elle commença à apporter des morceaux de sa propre mémoire dans l'espace. Du grenier, elle récupéra une boîte poussiéreuse d'objets de son enfance, une poupée délavée, une bague en plastique d'une boîte de céréales, une photo de son père la tenant pour qu'elle touche les branches d'un arbre. Elle les plaça doucement parmi les objets de Jonathan, côte à côte. Ce n'était plus seulement son rêve, cela devenait quelque chose de partagé. Les voisins commencèrent à remarquer un changement. Madame Fenton, qui vivait 3 maisons plus loin, salua avec un sourire plus éclatant lorsque Lynette passa. La bibliothécaire de la succursale de la ville lui demanda si elle serait intéressée à aider pour la nouvelle heure du conte pour enfants. Même la caissière de l'épicerie commenta qu'elle avait l'air de nouveau elle-même. Ce n'était pas de la joie qu'il voyait, pas exactement. C'était de la présence. Lynette était revenue de là où le chagrin l'avait emmenée. Pas entière, pas encore, mais en voie de guérison.
Chaque soir, elle retournait à la grange pour écrire. Elle reprit là où Jonathan s'était arrêté. Utilisant les mêmes cahiers, la même écriture soignée, elle écrivit à l'enfant qu'il n'avait jamais eu. Raconta des histoires sur la vie qu'ils auraient pu vivre. Décrivit les jours tels qu'ils étaient maintenant. Calme, en guérison, plein d'échos doux. Parfois, elle imaginait Jonathan lisant par-dessus son épaule, hochant la tête de sa manière calme comme pour dire « Oui, c'est ça, continue ». C'est dans ce même esprit qu'elle commença à envisager à nouveau le monde extérieur à leur maison, non pas avec appréhension, mais avec un désir silencieux. L'idée vint lentement, se formant comme de la condensation sur une vitre. Peut-être y avait-il d'autres enfants là-bas, pas les siens par le sang, mais ayant besoin de ce que Jonathan avait essayé de donner. Non pas pour combler l'espace laissé derrière, mais pour honorer le rêve qui avait autrefois vécu en secret. Elle commença à faire des recherches sur les programmes locaux de placement familial, à se renseigner sur les possibilités de bénévolat dans les foyers de groupe. Elle n'était pas prête à prendre une décision, pas encore, mais elle était prête à y penser. Et c'était un début. La grange, autrefois un lieu de solitude et de secret, était devenue un sanctuaire. Elle suspendit de doux rideaux aux fenêtres, laissa entrer plus de lumière. Elle remplaça l'ampoule vacillante par une lampe plus chaude. Elle commença à lire à haute voix les livres d'images sur l'étagère. Non pas parce que quelqu'un était là pour écouter, mais parce que cela semblait juste. Parce que le son, un son doux et aimant, appartenait à cet espace. Jonathan n'avait pas été un père au sens traditionnel, mais il avait aimé comme un père, avait espéré comme un père, avait pleuré comme un père. Et dans ces pages, dans ces étoiles sculptées à la main et ces dessins griffonnés, il en était devenu un. C'était la vérité que Lynette portait avec elle maintenant. Non pas la tragédie de ce qu'ils avaient perdu, mais le triomphe silencieux de l'amour qu'ils avaient réussi à garder en vie, même quand la vie avait dit non. Elle sortit de la grange un soir, l'air frais contre sa peau, la dernière lumière dorée s'étirant longuement sur le champ. Derrière elle, le vent faisait doucement bruisser le mobile. Devant, le monde attendait. Les jours s'allongèrent alors que le printemps laissait place à l'été. La lumière du soleil persistait après le dîner, jetant des teintes ambrées chaudes sur les champs et filtrant à travers les rideaux de gaz que Lynette avait accrochés aux fenêtres de la grange. La maison restait silencieuse, mais le silence ne semblait plus lourd. Ce n'était plus une absence, plus l'écho de quelque chose de perdu. Au lieu de cela, il s'était adouci en quelque chose de calme, de respectueux, comme le silence à l'intérieur d'une chapelle, ou le silence qui suit le rire quand le cœur est plein et immobile. Chaque matin commençait de la même manière maintenant. Lynette se levait avant que la chaleur ne s'installe, préparait son café et marchait pieds nus sur l'herbe jusqu'à la grange. Parfois, elle apportait un cahier neuf. Parfois, le vieux cahier portant encore l'écriture de Jonathan, sa couverture douce au toucher de ses doigts. Elle s'asseyait dans le fauteuil à bascule qu'elle avait placé près du berceau, une vieille chaise en bois qu'elle avait sortie du débarras époncé, son grincement étant maintenant un rythme familier, et elle écrivait. Elle écrivait à Jonathan, à l'enfant qui n'avait jamais été, à elle-même. Elle écrivait des souvenirs et des rêves, de nouvelles pensées et des révélations silencieuses. Certains jours, ses entrées étaient longues et sinueuses, d'autres jours juste une seule ligne. « Tu me manques. Je vais bien. Je te vois dans le vent. » Elle ne pleurait plus en entrant dans la grange. Le chagrin, toujours présent, s'était tissé dans ses rituels quotidiens, un courant sous-jacent constant qui ne la submergeait plus. L'espace s'était transformé, non seulement en apparence, mais en signification. Il était devenu un sanctuaire, non seulement de ce qui avait été perdu, mais de ce qui pouvait encore être. La communauté, autrefois un flou derrière sa fenêtre, commença à la ramener en son sein. Cela commença petit. Au marché des fermiers, une mère avec 2 tout-petits demanda si Lynette pouvait l'aider à tenir son bébé pendant qu'elle s'occupait d'un chariot de produits. Lynette dit oui, presque sans réfléchir. Et alors qu'un petit poids se posait dans ses bras, elle sentit le frémissement de quelque chose de calme et de puissant sous ses côtes. Non pas de la douleur, mais de la préparation. À la bibliothèque, la directrice lui demanda si elle serait disposée à animer 1 heure du conte pour enfants pendant l'été. La dernière bénévole avait déménagé et le programme avait besoin de quelqu'un de chaleureux, de quelqu'un de constant. Lynette n'hésita qu'un instant avant d'accepter. Elle passa des heures à se préparer, choisissant des livres qui avaient autrefois rempli la nurserie improvisée de Jonathan, des livres qu'il avait choisis avec amour, dans l'espoir d'une histoire du soir qui ne viendrait jamais. La première session fut angoissante.
Sa voix trembla légèrement en lisant, mais les enfants écoutaient avec de grands yeux et des visages ouverts. Leurs rires emplirent la petite pièce, vifs et sans filtre, et pour la première fois depuis des années, Lynette rit avec eux. Non pas le sourire poli et forcé qu'elle avait porté dans les allées des supermarchés et sur les bancs d'église, mais un vrai rire spontané qui la laissa à bout de souffle, retenant des larmes. Elle commença à faire du bénévolat à l'agence locale de placement familial le week-end. Cela commença par l'organisation de dons et le nettoyage des salles de jeu, mais bientôt elle s'asseyait avec des enfants pendant les heures de visite, leur lisant des histoires, les aidant avec leurs devoirs. Certains d'entre eux étaient calmes et sur la défensive, d'autres sauvages et sans filtre. Tous avaient faim de quelque chose, d'attention, de sécurité, de compréhension. Lynette donna ce qu'elle pouvait et en retour, ils lui donnèrent des moments de connexion, de grâce inattendue. L'idée d'adopter un enfant elle-même vivait encore loin à l'horizon, comme une montagne visible, possible, mais pas encore à portée de main. Elle ne se précipitait pas vers cela. Elle n'essayait pas de combler l'espace que Jonathan avait laissé derrière lui. Cet espace lui appartenait et lui appartiendrait toujours. Mais l'amour qu'il lui avait laissé, cet amour silencieux, durable, en forme de rêve, était trop grand pour être contenu. Il avait besoin d'un endroit où aller. Un après-midi, en nettoyant la grange, Lynette tomba sur une petite boîte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle était cachée sous une étagère, derrière une pile de couvertures. À l'intérieur se trouvaient des bouts de papier pliés, des dizaines d'entre eux, chacun marqué d'un nom d'enfant imaginaire. Certains étaient courants. Emma, Jack, Lily, d'autres inhabituels, fantaisistes, clairement nés de l'espoir et de l'imagination, Cyprus, Halo, Orion. Au dos de chaque bout de papier, Jonathan avait écrit des traits de caractère. Rire forte, aime les étoiles, curieux et courageux. C'était comme s'il avait conjuré un millier de versions de l'enfant qu'il ne rencontrerait jamais, donnant à chacun un nom, une personnalité, une vie. Lynette les étala sur le tapis, touchant chacun d'eux avec des doigts doux. Elle pleura doucement, non pas de douleur, mais de la beauté pure de la chose, de l'espace qu'un cœur pouvait contenir. Elle rassembla les bouts de papier dans un bocal en verre et le plaça sur l'étagère à côté des livres. Un hommage, une constellation des enfants qu'ils n'avaient jamais rencontrés, mais qui avaient existé pour eux néanmoins. Ce soir-là, elle retourna à la maison alors que le soleil commençait à baisser, projetant de longs rayons dorés sur la prairie. Elle s'arrêta sur les marches du porche, regardant la grange. Sa porte était légèrement entr'ouverte, assez pour que la lumière à l'intérieur se répande comme de la chaleur. Elle ne ressemblait plus à une relique oubliée. Elle ressemblait à un lieu vivant, un espace qui respirait et contenait. Elle alla à la cuisine et prépara du thé, l'odeur de camomille montant dans l'air calme. Sur la table se trouvait la dernière lettre de l'agence de placement familial. Ils organisaient une sortie d'été pour les enfants et avaient besoin de bénévoles pour accompagner. Un pique-nique au bord de la rivière, des jeux, un déjeuner sous les arbres. Elle toucha légèrement le papier, puis attrapa un stylo et écrivit son nom sur le formulaire d'inscription. Cette nuit-là, le sommeil vint facilement. Elle rêva de Jonathan, non pas tel qu'il avait été dans ses derniers jours, fragile et s'éteignant, mais tel qu'il était au début, fort, constant, ses yeux pleins d'une malice tranquille. Dans le rêve, il se tenait à côté d'elle dans la grange, une main reposant légèrement sur le berceau, l'autre tenant la sienne. Il ne parlait pas, mais il n'en avait pas besoin. Elle sentait tout ce qu'il voulait dire dans la façon dont son pouce traçait le dos de sa main. Quand elle se réveilla, la chaleur de son contact demeurait. Une semaine plus tard, un théâtre de marionnettes ambulant vint sur la place du village. C'était le genre d'événement devant lequel elle et Jonathan auraient pu passer lors d'une promenade du soir, s'arrêtant juste assez longtemps pour écouter avant de rentrer chez eux. Cette fois, elle se dirigea délibérément vers la foule et trouva une place sur l'herbe parmi les enfants et les familles. Elle s'assit en tailleur, les bras autour de ses genoux, regardant les marionnettes danser et culbuter sur la petite scène. Les enfants autour d'elle poussaient des cris de rire, leur voix s'élevant de plaisir. Et puis, comme tiré par un fil invisible, un petit enfant pieds nus, les cheveux en bataille, quitta son groupe et grimpa sur ses genoux sans un mot. Il s'adossa contre elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Lynette ne bougea pas. Elle enroula simplement ses bras autour de lui et regarda le spectacle. À ce moment, quelque chose changea en elle. Pas soudainement, pas de manière explosive, mais comme une porte longtemps fermée qui s'ouvrait lentement en grinçant.
Elle ne savait pas qui était le garçon. Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle ressentait n'était pas un remplacement ou une guérison. C'était une présence, c'était de la lumière. Quand le spectacle se termina, l'enfant retourna en courant vers son groupe sans se retourner. Lynette resta longtemps sur l'herbe, ses mains reposant tranquillement sur ses genoux, ses yeux sur la scène, alors que les marionnettistes commençaient à ranger leur monde. Cette nuit-là, elle retourna à la grange, alors que le ciel virait au violet. Elle alluma la petite lampe près du berceau, s'assit dans son fauteuil à bascule et ouvrit son cahier. La page était blanche, attendant. Elle pressa son stylo sur le papier et commença à écrire. « Tu n'as jamais vécu dans cette maison. Pas de la manière dont nous l'avions rêvé, mais tu as vécu en lui. Et maintenant tu vis en moi. Tu as été aimé. Tu es aimé. Cela te rend réel. » Elle fit une pause, laissant l'encre sécher, puis continua. « Nous sommes toujours là et le monde est toujours plein de lumière. » La grange garda son silence. Les étoiles scintillèrent dans le ciel une par une, et la nuit l'enveloppa doucement comme une promesse tenue. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Et si vous êtes prêt pour plus, découvrez la prochaine histoire qui vous attend juste après.